Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour Didier. Bonjour. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Alors, personne n'était surpris hier par la Fed, évidemment. Elle a passé son tour, c'était attendu. La tonalité du communiqué a un petit peu changé. D'ailleurs, vous avez eu le nez creux parce qu'en début d'année, vous avez senti venir, je vous ai lu comme quoi l'inflation était amenée à remonter aux États-Unis. La Fed va dans le sens de Carmignac, c'est vrai. Donc, vous n'avez pas été surpris quand elle nous dit que l'inflation va remonter cette année? Oui, la Communiqué Fed, un peu plus hawkish, comme on dit. c'est cela. La Fed, depuis un an, est assez constante. C'est les marchés qui ont eu tendance historiquement à ne pas croire la Fed, à dire non, vous n'y arriverez jamais à monter vos taux, vous n'arriverez jamais à remonter l'inflation, etc. Et puis déjà l'an dernier, la Fed a fait la longue de hausse de taux qui était prévue. C'était la première fois, les années d'avant, Voilà. elle n'avait pas tenu parole. Exactement. Donc l'an dernier, ils ont tenu parole. Et pour autant, on voit bien que les marchés restent quand même sceptiques. Quand vous voyez ce que les marchés attendent comme hausse de taux, ça reste inférieur à ce que la Fed annonce. Depuis hier, justement, oui. Les marchés ont commencé à reconnaître que finalement, les 3 hausses de taux que la Fed préannonce d'une certaine façon, il se pourrait bien qu'elle les tienne. Donc c'est effectivement, depuis hier, un début de reconnaissance par le marché qu'il faut peut-être prendre la Fed au sérieux. 3 et peut-être même 4 après ce... 3 en 2018. En 2018, peut-être pourquoi pas 4 en 2018, vous n'y croyez pas? Certains disent qu'après ce communiqué-là, peut-être qu'on va passer à 4 hausses de taux. Mais il y aura un changement d'équipe, donc voilà, on spécule beaucoup. Non seulement il y aura un changement d'équipe, mais d'ailleurs c'est tout le sujet. Il se passe quand même énormément de choses en ce moment, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous avez ces banques centrales qui non seulement veulent remonter les taux, mais dans le cas des États-Unis veulent faire du contraire du quantitative easing, veulent remettre sur le marché une partie de ce qu'ils ont acheté sur les années précédentes. Des petits morceaux, des petits bouts. Voilà, on inverse le flux quand même. Ouais. Et puis l'autre chose, naturellement, c'est ce qui se passe dans l'économie réelle. Est-ce que l'économie réelle va justifier ce volontarisme des banques centrales? Et de ce point de vue-là... Vous n'êtes pas convaincu, vous, chez Carmignac. Donald Trump n'avait rien fait pendant une bonne année après son élection. Il a finalement réussi à passer sa réforme fiscale, ce qui n'est pas complètement anodin quand même. Il y a un vrai impact, au moins sur les résultats des entreprises. Pas forcément énormément sur la croissance, mais ça ne peut pas nuire tout de même. On a rarement vu une économie qui souffre d'une baisse du taux d'imposition. Et en plus de cela, vous avez entendu son discours sur l'état de l'Union l'autre jour. Sa prochaine ambition en la matière, c'est de faire passer un plan de dépenses d'infrastructures, de dépenses de défense. Toute la question de savoir comment ça va être financé, etc. Mais on voit bien qu'il y a un volontarisme, qu'il y a des raisons politiques, il y a les élections de mi-mandat en fin d'année. Mais donc il y a un cycle économique qui incontestablement est poursuivi plus longtemps qu'attendu. Il y a gros débat comme là-dessus sur ce qui va se passer en 2018 sur l'économie américaine. On a une petite déception sur le quatrième trimestre 2017 à 2,6%. Certains disent que c'est une première estimation, que ça sera largement revu à la hausse par la suite. Vous faites partie, je crois, de ceux, si je ne me trompe pas, qui voient l'économie américaine ralentir en 2018, malgré le plan fiscal de Trump, avec cet argent qui sera pour partie redistribué en hausse de salaire, malgré l'argent qui sera rapatrié depuis l'étranger. Oui, absolument. Le FMI est à 2,7% de croissance. Vous êtes à 2 sur 2018. Voilà, on est moins enthousiaste que d'autres sur la croissance américaine sur l'ensemble de 2018. C'est-à-dire qu'il y a un début d'année en fanfare, avec quelque chose que tous les économistes, analystes essaient de quantifier, de mesurer, qui est précisément l'impact de ce coup de pouce fiscal qui est assez considérable. Ça représente 1 500 milliards de dollars. Sur 10 ans. De coup de pouce fiscal. Sur 10 ans. 1 500 milliards. On est quand même sur des montants absolument considérables. Et donc ça pose, et si vous avez une seconde, on peut essayer de tout relier, parce que la hausse des taux d'intérêt, la hausse des marchés actions et la baisse du dollar, il me semble que tout ça est parfaitement lié et parfaitement cohérent. Ce que vous avez, c'est un cadeau fiscal, appelons-le comme ça pour gagner du temps, aux particuliers, plutôt plus aisés, et puis aux entreprises. Et la question est de savoir qu'est-ce que ces bénéficiaires vont faire de ce cadeau. Pour les particuliers, est-ce qu'ils vont consommer beaucoup plus grâce à ce cadeau fiscal? C'est là qu'on est un petit peu sceptique, parce que pour l'instant, ils ont déjà tellement consommé, ils se retrouvent avec un taux d'épargne qui est très faible en ce moment aux États-Unis. Il faut le reconstituer. Voilà, ils vont plutôt utiliser cette manne fiscale pour le reconstituer. Ils vont probablement dépenser une partie, mais
une grande partie devra probablement être consacrée à la reconstitution de l'épargne. Donc pas un effet énorme sur la consommation. Pour ce qui est de l'investissement, donc les entreprises, est-ce que les entreprises vont utiliser ce cadeau fiscal pour beaucoup investir? C'est le pari de Donald Trump, ça. C'est le pari de Donald Trump. Mais elles sont déjà tellement cash-rich que si elles avaient dû investir, elles l'auraient fait, puisqu'elles ont déjà des profits qui sont à des niveaux très élevés, non? Attendez, c'est deux choses différentes. Elles ne sont pas cash-rich. Comme disait votre invité précédent, elles sont plutôt endettées. Elles ont utilisé déjà beaucoup d'endettement pas cher. Non, mais leur taux d'autofinancement est élevé. Elles pourraient très bien continuer à investir plus sans avoir besoin. C'est surtout qu'elles ont des tas de capacités de production qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Elles n'ont pas un besoin d'investir dans des capacités de production supplémentaires pour satisfaire la demande. Donc ces baisses d'impôts, ça veut... Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire de ces baisses d'impôts? Qu'est-ce qu'elles vont en faire? Ce qui est très probable, et on commence à le voir déjà, c'est qu'elles vont faire ce qu'elles ont fait de tous les chèques qu'on leur a fait depuis 10 ans maintenant, c'est-à-dire qu'elles vont racheter des actions, leurs propres actions, elles vont augmenter les dividendes, et c'est pour ça que vous avez cette augmentation, cette hausse du marché qui va au-delà de l'augmentation des résultats opérationnels. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est assez assimilable, alors ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est un peu assimilable à du quantitative easing. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui ne vient pas de la Fed, cette fois-ci, qui vient du gouvernement, qui est une sorte de cadeau monétaire à l'économie, mais qui ne se retrouve pas dans l'économie réelle, et qui se retrouve une fois de plus dans les produits financiers. Donc les marchés en profitent. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme ça ne vient pas de la Fed, mais que ça vient du gouvernement, le financement de ce cadeau, là, c'est la dette. Ce n'est pas la création monétaire, c'est la dette. Donc, on va se retrouver avec une économie américaine qui va être encore plus endettée. Le taux d'endettement de l'économie américaine va augmenter, le déficit budgétaire va augmenter. D'où le corollaire de tout cela, qui est la baisse du dollar. Vous avez une baisse du dollar qui est exactement le pendant de ce cadeau fiscal. Vous avez les marchés actions qui montent, un dollar qui baisse. Du creusement des déficits à venir. Exactement. Et c'est assez logique. Mais je pourrais vous rétorquer aussi que la courbe des taux aujourd'hui est en train de monter. Et c'est plutôt favorable au dollar. Tout cet argent qui est rapatrié, les bénéfices de l'étranger, c'est favorable aussi au dollar. Il y a des forces contraires quand même. Prenons les capitaux rapatriés à l'étranger. Ces capitaux-là qui sont détenus par les Apple et autres, qui ont énormément de capitaux à l'étranger. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a énormément. Première chose, ils sont plutôt détenus en dollars. Ils sont à l'étranger, mais ils sont détenus en dollars. Donc ça ne va pas faire grand-chose sur la monnaie. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Une fois de plus, si cet argent-là était destiné à être investi dans l'économie réelle, ça pourrait avoir un effet sur l'économie. Est-ce que vous pensez qu'Apple, effectivement, avait besoin de faire revenir ces capitaux-là pour investir davantage? Bien entendu que non. Dans quoi sont détenus ces capitaux à l'étranger? Ils sont détenus déjà dans des emprunts d'État américains. Et donc, si ils utilisent cet argent-là pour, là aussi, retourner de l'argent aux actionnaires, comme on dit, c'est-à-dire payer des dividendes ou racheter des actions, eh ben vous avez de nouveau des vendeurs d'emprunts d'État, comme des gens comme Apple, qui vont à la place distribuer des dividendes. Donc vous avez de nouveau là une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Donc il faut bien comprendre. Et à la baisse sur le dollar. Et à la baisse sur le dollar et à la hausse sur le marché actions. Ces trois mouvements me semblent tout à fait cohérents. Hausse des marchés actions, hausse des taux d'intérêt et baisse du dollar. Dans l'histoire, on sait que hausse des marchés actions et hausse des marchés de taux, ça ne fait pas toujours bon ménage. Alors, mais juste avant d'y venir, juste pour clore sur comprendre la logique. C'est bien le sujet essentiel. Donc la croissance pour vous américaine, puisque ce plan Trump fiscal sera sans effet pour les raisons qu'on a expliquées sur les particuliers et sur les entreprises. On va vers une croissance donc qui serait à 2%. Vous êtes parmi les plus dark sur l'économie américaine. Non, mais ça, sur 2018, là où le FMI est à 2,7. Et donc, ça veut dire que la Fed est entravée pour aller trop loin, plus loin en matière de hausse de taux. Si on tire le fil de la pelote. La raison pour laquelle la Fed doit monter ses taux d'intérêt, ce n'est pas tant que l'économie va aller extrêmement forte, c'est surtout qu'il faut, au contraire, si je puis dire, qu'ils remontent leur taux suffisamment pour avoir un petit peu de marge de manœuvre, pour précisément quand le cycle économique ralentira et qu'ils aient un petit peu de munitions. Mais il ralentira, vous écoutez en 2018. Il ralentira, exactement. Donc là, la contre-sens, elle augmente les taux alors que l'économie ralentit. Il y a une fenêtre de tir qui est probablement très courte. Une fenêtre de tir qui est très courte. Et s'il n'utilise pas cette fenêtre-là, il sera trop tard ensuite.
Donc, vous voyez la logique. Si vous êtes banquier central, ça aurait pu être vous à la place de Jay Powell. Hein, surtout vous. Donc, en l'occurrence, donc il y a un nouveau banquier central à partir de dimanche. À partir de maintenant. Et lui, il va être confronté à une situation où il va avoir probablement une fenêtre de tir assez courte pour se redonner un peu de marge de manœuvre, pour être capable de rebaisser les taux en cas de besoin quand le cycle ralentira. Donc vous avez un phénomène, mais il faut bien avoir en tête, hein, qui n'est pas un phénomène gentiment linéaire, vous avez un phénomène d'accélération là, à court terme, qui est le risque pour les marchés, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui montent rapidement, avec en plus des anticipations d'inflation qui montent également mais un peu c'est ça, mais c'est là où il rapidement. n'y a pas une incohérence dans le raisonnement, c'est-à-dire que vous voyez une croissance américaine atterrir à 2% en 2018, avec un pic d'inflation, on est à 1,7%, à 2,5% dans le cours de l'année. Il n'y a pas une incohérence. Pareil, même chose, et qui atterrit ensuite à la fin 2018. Qui atterrit, d'accord, voilà. Ouais, c'est le même phénomène, c'est-à-dire que, et on arrive à la question clé, hein, qui est de se dire en gros, quelle est la tolérance que peuvent avoir les marchés actions face à des taux d'intérêt qui montent. Exactement. Et donc, on est à 2,75% aujourd'hui. Voilà. Sur les taux à 10 ans. Sur les taux à 10 ans américains. On était à 2,40 en début d'année. Est-ce que c'est une saine normalisation? Parce que quand même, il y a quand même de la croissance, il y a quand même de l'inflation. Ou est-ce qu'on est sur le début de quelque chose et que ça pourrait s'accélérer? On pourrait perdre un peu la main là-dessus. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais c'est la bonne question en tout cas. C'est-à-dire qu'on arrive assez proche de niveaux qui peuvent être critiques. Pour l'instant, ils ne sont pas critiques à cause de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, alors là, ça peut paraître un tout petit peu technique, mais c'est quand même essentiel, c'est que dès lors, enfin aussi longtemps que les taux d'intérêt à 10 ans montent, principalement parce que les anticipations d'inflation montent, ce qui commence à être le cas, hein, c'est très digeste pour les marchés actions. Parce que ça veut dire que les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux moins l'inflation, eux restent à peu près stables. Ouais. Et le coût de l'argent, le vrai coût de l'argent, c'est les taux réels. Donc ceux-là, pour l'instant, ne bougent pas beaucoup grâce à remontée de l'inflation. Tant que c'est le cas, les marchés actions peuvent très bien vivre avec des taux d'intérêt à 2,7 si vous avez une inflation qui continue de remonter. Donc pour l'instant, le vrai risque, il est directement pour les gérants obligataires ou les investisseurs en marché obligataire, parce que vraiment les taux montent. À partir de quel moment vous avez une problématique de transmission de ces hausses de taux au marché actions? Parce que les gens se disent finalement, imaginons qu'on soit sur le 10 ans américain à 3%, et ben, entre un rendement sur les actions US où on est quoi, 1,5% sur les rendements actions, et 3% sans risque sur de l'obligataire américain souverain, il y a des flux après. C'est ça, c'est l'idée, non? Enfin, on est à plus que ça hein, sur les rendements actions, quand même. 1,5, sur le S&P 1,5, ça me paraît très faible quand même. Sur 2018, à mon avis, vous serez bien au-delà d'1,5. Mais peu importe, c'est le bon raisonnement en effet. Mais ce n'est pas seulement une question d'arbitrage. Hein. Le premier mouvement, et on y assiste en ce moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'incohérence. Si vous êtes investisseur obligataire aujourd'hui, il est clair que vous vous dites, vous avez un risque en capital sur vos obligations, donc vous vous mettez sur les actions. Donc les moments de remontée de taux d'intérêt sur les marchés obligataires sont des moments favorables au marché actions. Ce sont des moments où vous avez des flux de capitaux qui quittent une classe d'actifs pour aller à l'autre. C'est assez normal. En plus de cela, quand vous dites historiquement, les marchés actions n'ont pas toujours particulièrement aimé les remontées de taux, il faut bien voir qu'il y a des effets de seuil qui sont très importants. Rappelez-vous, quand les taux d'intérêt ont commencé à baisser beaucoup, et ont cassé les niveaux de 3, de 2%, les marchés actions avaient très peur. Parce qu'on était dans des risques de déflation. Ça paraît lointain aujourd'hui, hein, mais c'était ça le sujet. Hein. Les taux d'intérêt baissaient et ça envoyait un signal déflationniste qui était naturellement négatif par les marchés actions. Donc on était passé du côté sombre, du côté obscur exactement des marchés, c'est-à-dire que la baisse des taux était défavorable au marché actions. Aujourd'hui, les taux remontent, ce qui permet de quitter cette zone de danger. On rentrera dans la prochaine zone de danger. Elle est où la zone de danger alors, elle est sur la vitesse, d'ailleurs, plus que sur le niveau dans l'absolu. Elle est sur deux choses. La vitesse, en effet, toujours les problèmes d'ajustement, et là, ça va très vite. L'autre chose, c'est ce que je vous disais, c'est le niveau des taux réels. Et ça, c'est très important. Hein. On a cité deux, trois causes de hausse des taux, et en particulier, je vous disais, des porteurs d'obligations aujourd'hui qui sont plutôt vendeurs de ces obligations. Je parlais des entreprises là, qui rapatrient les capitaux et qui vont vendre ces obligations pour payer les dividendes. Ça c'est très négatif.
parce que vous avez juste des vendeurs nets d'obligations. La Fed, qui va se mettre à vendre également des obligations, ou en tout cas le produit des obligations sur le marché, ça aussi c'est en flux, c'est juste tout perdu, si j'ose dire. Quand les taux montent uniquement parce que les anticipations d'inflation montent, là c'est moins négatif. Donc les taux réels, c'est quelque chose d'essentiel. Pour l'instant, tout va bien. Mais on entre peut-être en zone critique. Voilà, on s'approche probablement la zone rouge. critique. On s'approche de la zone rouge sur les taux d'intérêt. Exactement, c'était zone rouge au sens de leur effet négatif sur les marchés actions. Mais pour l'instant, si vous êtes gérant ou si vous êtes épargnant, votre risque principal, il n'est pas sur les actions, parce que pour l'instant, il n'y a pas de crainte économique, macroéconomique, il est sur les obligations. Les plus anciens d'entre nous, dont je fais malheureusement partie, se souviennent de 1987, où vous aviez une période, je sais bien que les contextes sont toujours différents, mais une période tout de même assez comparable, c'est-à-dire une économie qui va bien, des taux d'intérêt qui montent, et des marchés actions qui, pendant assez longtemps, 10 mois en 87... Ne veulent pas voir. Voilà. Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas voir, c'est qu'effectivement, il n'est pas choquant d'avoir, avec une croissance économique très, très bonne, une remontée de l'inflation, les taux qui montent. C'est pas une mauvaise nouvelle. Et le retournement, c'est quoi à l'époque? Quelle est l'allumette qui crée le... Eh bien, il n'y a pas eu d'allumette. Il y a eu un phénomène de valorisation. Vous savez, c'est comme Alexandre le Grand qui un jour a fait demi-tour dans son expédition en Asie. Personne n'a jamais su pourquoi un jour il avait décidé de faire demi-tour. En 87 ou d'ailleurs pour l'éclatement de la bulle Internet, c'était la même chose. Vous n'avez pas forcément une allumette, vous n'avez pas forcément un déclencheur. Vous avez un effet de valorisation qui fait qu'à un moment donné... On y est peut-être sur ce niveau de valorisation. Vous savez, l'indice préféré de Warren Buffett, c'est pour l'acheter d'un marché, il regarde le ratio capitalisation boursière sur PIB américain. Ouais. On est aujourd'hui à 150%. Avant la bulle Internet, avant l'éclatement de la bulle Internet, on était à 145%. Je pourrais vous citer d'autres. Le PER de Shiller, pardon, rentrer un peu. Il y a le PER, c'est ratio cours sur bénéfice par action. Puis le PER de Shiller, il lisse un peu le cycle en regardant les bénéfices moyens sur 10 ans. On est sur le S&P à 35. On est au double de la moyenne historique sur longue période. La veille du lundi noir en 1929, vous n'étiez pas né, rassurez-moi. On était évidemment. J'ai pas besoin de vous rassurer. On était à 30. Non, sérieusement, on était à 30. Est-ce que c'est vous qui parlez des niveaux de valorisation des marchés? Est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce que les marchés ne sont pas totalement surévalués? Au regard de ces indicateurs, Warren Buffett, il n'est pas né de la dernière pluie. Le problème des indicateurs de valorisation en général, alors a fortiori celui que vous citez, qui compare, alors c'était quoi ce que disait Warren Buffett? C'est le PIB. C'est la capitalisation boursière sur PIB. Alors, vous imaginez à quel point ça vous donne un timing précis sur le mois du retournement. Hein. Ça vous permet de conclure que les marchés sont chers. Et comme vous dites, on peut regarder comme rarement ils l'ont été. Comme rarement ils l'ont été. Oui, bon, très bien. Ils sont chers. Ils sont chers. De la même manière que, si vous voulez, mais ça ne vous donne pas le signal. Des marchés très chers peuvent devenir encore bien plus chers 6 mois plus tard. De la même manière que des marchés pas chers peuvent rester pas chers longtemps. Les niveaux de valorisation sont très importants pour sentir le niveau de risque, c'est-à-dire de quel niveau vous tomberez le jour où vous tomberez. Donc d'encore plus haut. Ce qui est très important, donc d'encore plus haut, mais ça ne nous aide pas du tout sur le timing. Sauf que rien ne nous aide sur le timing, puisque encore une fois, le timing, historiquement, il n'y a pas de raison de particulière, il n'y a pas encore une fois un élément déclencheur, un catalyseur qui fait que tout se retourne. Non, voilà, effectivement, chercher l'allumette, à mon avis, n'aidera pas beaucoup. En revanche, de voir aujourd'hui quelle est la dynamique de valorisation des marchés actions, c'est-à-dire entre les résultats par action, dont vous avez parlé un petit peu avant. C'est tenable ou pas? Alors c'est tenable jusqu'à des effets de seuil. Et je vous disais, probablement que 3% ou à peu près sur les taux à 10 ans aux États-Unis, c'est quelque chose qui est compatible quand vous avez dans le même temps des analystes, à tort ou à raison, mais des analystes qui revoient en dynamique à la hausse leurs estimations de résultats pour 2018. C'est le cas aujourd'hui. Donc on peut très bien supporter un taux à 10 ans américain, on finit là-dessus, à 3%. Si derrière les croissances bénéficiaires sont au rendez-vous, ce qui semble être le cas. Exactement, pour l'instant c'est le cas. En revanche, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut finir, le problème c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire que 2018 ne sera pas une année linéaire. Vous avez ce moment qu'on vit en ce moment, qu'on va vivre, je dirais, dans les 2-3 prochains mois, c'est-à-dire des révisions à la hausse de croissance, des révisions à la hausse d'inflation. Et donc là, le risque, il est principalement sur les obligations. Ouais. Les actions sont protégées par ces révisions en hausse de la croissance. Et une deuxième partie de l'année, vous avez des révisions sur les résultats des entreprises, sur la croissance, qui là commence à être revue en baisse, en partant de niveaux de taux d'intérêt plus élevés. C'est là que le danger intervient.
Bon, vous serez là pour en parler, hein, vous reviendrez. Hein. Avec plaisir. C'est toujours passionnant. Merci à vous. Didier Saint-Georges, donc, était aujourd'hui l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci.